5 pays, 5 refus, une semaine. L'Amérique est seule. Comment en est-on arrivé là? Pour la première fois en 75 ans, l'OTAN, ce bouclier qui garantissait la sécurité de l'Occident, se fissure sous nos yeux. C'est du jamais vu. L'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et même le Royaume-Uni ont tous dit non à Washington. Non au survol, non aux bases, non à une opération américaine contre l'Iran. En une semaine, 5 piliers de l'Alliance ont claqué la porte à l'Amérique. Résultat? Des avions américains déroutés en urgence, des bases historiques fermées, des bombardiers obligés de faire d'immenses détours au prix d'une inefficacité logistique inédite. Et la réaction a été immédiate. Donald Trump, furieux, a menacé de couper le soutien militaire américain à l'Europe et pour la première fois, les chefs d'État européens ont compris que ce n'était plus du bluff. À Bruxelles, c'est la stupeur. L'Europe doit-elle enfin apprendre à se défendre seule? Fini les grandes déclarations sur la solidarité transatlantique. Fini le confort d'une protection américaine inconditionnelle. Car ce qui se joue là, ce n'est pas un simple désaccord ponctuel ou une crise de communication. C'est la fin d'un système vieux de 3 générations où l'Amérique protégeait pendant que l'Europe hésitait. Mais derrière ce coup de tonnerre, c'est tout notre quotidien qui est menacé. Sécurité, énergie, pouvoir d'achat, souveraineté. Si l'OTAN s'effondre, l'Europe se retrouve face à l'instabilité mondiale, sans filet. Alors, comment en est-on arrivé à ce basculement historique? Pour comprendre la gravité de ce moment, revenons ensemble sur les faits et les raisons profondes de ce revirement spectaculaire. Chaque jour, une nouvelle porte se ferme à l'Amérique. Et l'Europe, elle, regarde, sidérée, l'ordre ancien s'effondrer sous ses yeux. La semaine dernière, c'est une véritable onde de choc qui a traversé l'OTAN. Imaginez, 5 grands pays européens, membres historiques de l'Alliance, refusant coup sur coup leur soutien militaire aux États-Unis face à la crise iranienne. On croyait ces alliances indestructibles. Aujourd'hui, elles vacillent. Tout a commencé quand l'Espagne a tout simplement fermé son espace aérien et ses bases militaires aux opérations américaines contre l'Iran. Pas d'exception, pas de passe-droit, même pour l'armée américaine. Puis, presque aussitôt, la France lui a emboîté le pas. Un bombardier américain revenant d'une mission a dû contourner l'Europe, car la France, l'Espagne et le Portugal lui ont tous refusé l'accès à leur ciel. Oui, vous avez bien entendu, des partenaires censés partager la même défense, la même vision du monde, verrouillent en même temps leurs frontières aériennes à l'Amérique. Au Portugal, c'est la fermeture du corridor aérien, une décision passée presque inaperçue, mais essentielle pour les routes logistiques américaines. En Italie, la base stratégique de Sigonella en Sicile a été interdite aux avions américains dont le plan de vol révélait une participation au conflit au Moyen-Orient. Les appareils étaient déjà en vol quand l'ordre est tombé. Demi-tour, l'accès est refusé. Et Londres? Le choc fut total. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré publiquement que le Royaume-Uni ne serait pas le soldat des Américains et qu'il agirait uniquement dans l'intérêt national britannique. C'est un refus poli, mais catégorique, d'entrer dans un affrontement pour l'agenda de Washington. Rappelons que la Grande-Bretagne était, depuis 50 ans, le plus fidèle allié militaire des États-Unis, de l'Irak à l'Afghanistan. Les Anglais étaient toujours au rendez-vous. Cette fois, non. Face à cette cascade de refus, Donald Trump ne s'est pas contenté de menacer. Sa réponse est cinglante. « Débrouillez-vous seul, nous ne viendrons plus ». Il accuse la France d'être inutile pour Israël, pointe du doigt l'impuissance européenne à défendre ses propres routes énergétiques et conclut « Les États-Unis ne viendront plus à votre secours, tout comme vous ne venez pas au nôtre ». Le choc est profond. Pour l'Europe, cette rupture ne signifie pas seulement la fin d'un parapluie militaire. Elle entraîne une dépendance accrue à l'énergie du Moyen-Orient, une flambée des prix, une vulnérabilité stratégique. L'illusion des intérêts communs vole en éclats. Mais ce qui s'est passé va bien au-delà d'une simple série de refus. Cela révèle des fractures internes bien plus profondes. Pourquoi l'Europe renonce-t-elle à ses alliances historiques, même au risque de subir de lourdes conséquences? C'est la question qui brûle toutes les lèvres à Bruxelles, Paris ou Berlin. La réponse? Une peur nouvelle,
Plus forte que tout, la peur politique. Aujourd'hui, les leaders européens redoutent davantage la colère de leurs électeurs que la fureur de Donald Trump ou la menace d'un conflit majeur. Face à la crise iranienne, participer à une guerre aux côtés des États-Unis, c'est s'exposer à une véritable débâcle électorale. La population rejette massivement l'idée de s'engager militairement et chaque dirigeant européen le sait. Envoyer des troupes, c'est perdre des voix. Les faits sont implacables. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN, 5 de ses piliers européens, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ont dit non à Washington. Même Londres, allié traditionnel et fidèle des Américains dans toutes leurs aventures militaires, de l'Irak à l'Afghanistan, a cette fois refusé. L'Italie, elle, est allée jusqu'à interdire à des avions américains de survoler son territoire, bloquant ainsi une opération logistique essentielle. L'Espagne, la France, le Portugal ont imité ce refus, certains de façon plus discrète, d'autres plus ouverte. Résultat ? Les États-Unis se retrouvent seuls, avec Israël, à faire face à Téhéran. À Washington, la réaction a été immédiate et brutale. Trump a dénoncé le manque de courage de ses alliés. Il a menacé, à plusieurs reprises, de retirer le fameux parapluie militaire américain, celui qui garantit la sécurité du continent européen depuis 1949. Il est même allé jusqu'à évoquer, noir sur blanc, la possibilité de révoquer l'article 5, la clause de défense collective de l'OTAN. Un séisme géopolitique. Même les plus fervents défenseurs de l'Alliance, comme le sénateur Marco Rubio, admettent « il est temps de repenser tout le système ». L'OTAN, dit-il, n'est plus ce qu'elle était. Mais derrière ces déclarations et ces menaces se cache une réalité bien plus profonde et inquiétante. Les gouvernements européens ne cherchent même plus à sauver les apparences. Ils refusent d'assumer la moindre responsabilité pour une guerre qu'ils jugent étrangère à leurs intérêts, tout en continuant de se plaindre de la hausse des prix de l'énergie. Ce calcul, purement électoral, expose l'Europe à un risque colossal. Sa réputation politique, sa stabilité interne et la crédibilité même de l'Alliance atlantique sont désormais en jeu. En refusant de payer le prix d'une solidarité devenue impopulaire, l'Europe s'isole et s'affaiblit. Mais ce n'est que le début. Car au désengagement militaire s'ajoutent aujourd'hui de profondes divisions internes au sein de l'Union européenne, qui vont encore aggraver la crise. Pendant que l'OTAN se fissure, l'UE se déchire de l'intérieur. Regardons de plus près comment cette semaine a fait exploser les divisions européennes, avec des conséquences que personne n'osait imaginer il y a encore quelques mois. Tout commence avec le blocage spectaculaire de l'aide à l'Ukraine. Depuis 3 mois, Budapest maintient son veto sur le prêt de 90 milliards d'euros. 25 pays sur 27 n'ont pas réussi à convaincre, ni à contourner, ni même à trouver la moindre faille juridique pour forcer la main à Viktor Orban. Le résultat ? La chef de la diplomatie européenne, qui promettait encore récemment d'asphyxier Moscou, n'a rien d'autre à annoncer à la presse qu'un simple « Je n'ai pas de bonnes nouvelles ». Voilà, résumé en une phrase, l'impuissance de l'Union européenne. Mais la crise ne s'arrête pas là. Depuis la Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico attaque frontalement la Commission européenne, accusant publiquement Ursula von der Leyen de collusion avec Kiev. Selon ses mots, la Commission ne serait plus crédible. Elle n'arrive même pas à organiser une simple inspection sur un oléoduc stratégique, et il insinue que tout cela est délibéré, orchestré avec Zelensky. Ce n'est plus une simple dispute. C'est un chef de gouvernement européen qui soupçonne la présidente de la Commission de trahir les intérêts des États membres. Fico ne s'arrête pas aux paroles. Il menace de bloquer le prochain paquet de sanctions contre la Russie, refuse d'accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et instaure des prix différenciés sur le diesel, moins cher pour les Slovaques, plus cher pour les étrangers. La Commission proteste, mais Fico leur lance un défi. Osez donc adresser à Kiev les mêmes menaces qu'aux petits pays. Et voilà que même des diplomates européens, sous couvert d'anonymat, qualifient la décision ukrainienne d'empêcher toute inspection sur l'oléoduc de incompréhensible et maladroite. En clair, la confiance s'effondre à tous les étages. Ce chaos politique aggrave la tempête économique. Les chiffres tombés ce matin sont sans appel. L'inflation dans la zone euro est remontée à 2,5% en mars,
tirés par l'explosion du prix des hydrocarbures. Le gaz a flambé de 70% sur les marchés européens rien qu'en mars, la plus forte hausse mensuelle depuis septembre 2021. Face à cette envolée, les ministres de l'énergie se sont réunis en urgence, et le commissaire européen à l'énergie a envoyé une lettre à tous les gouvernements. Il faut se préparer à une perturbation durable, je cite, durable, du marché énergétique. Concrètement, certains responsables osent déjà demander aux citoyens de voyager moins et d'adapter leur consommation, faute de solutions rapides. Dans ce contexte, un homme capte toute l'attention. Viktor Orban. Soutenu ouvertement par Donald Trump, il apparaît comme le seul leader à tenir un discours cohérent sur l'énergie, quitte à s'isoler du reste de l'UE. Résultat, la Hongrie négocie avec la Russie, sécurise ses approvisionnements et ne subit pas les mêmes pénuries que ses voisins. Pendant que l'Europe s'enlise, la Russie et l'Inde profitent de la crise pour renforcer leurs échanges, et la Chine avance ses pions sur le vieux continent. Et l'Europe? Incapable d'agir, elle se contente de réagir. Dans ce climat de défiance, ce sont la stabilité politique, le pouvoir d'achat, l'accès à l'énergie et même l'influence internationale de l'Europe qui vacillent. Plus rien n'est acquis. L'UE peine à défendre ses intérêts et la population commence à douter de sa capacité à les protéger. Face à ce chaos, quelles leçons tirer et quelles options restent à l'Europe? L'Europe doit-elle enfin choisir entre idéalisme et réalisme énergétique? C'est la question centrale que nous impose la crise actuelle. Car si la situation semble absurde, des ministres réunis en visioconférence d'urgence, un commissaire européen qui nous demande de voyager moins pour économiser l'essence, et une inflation énergétique qui explose de 70% en un mois, ce chaos n'est pas un simple accident. C'est la facture salée de décennies de confort et d'illusions. Pendant 75 ans, l'Europe s'est appuyée sur le parapluie américain. Elle a délaissé ses propres investissements dans la défense, privilégié des politiques de transition énergétique sans s'assurer d'alternatives solides, et fait le pari que les crises se régleraient toujours autour d'une table, grâce à la diplomatie ou à la magie des marchés. Aujourd'hui, cette stratégie touche ses limites. Les vraies puissances, États-Unis, Chine, Russie, avancent leur agenda en misant sur leurs forces militaires, leur indépendance énergétique et la capacité à imposer le tempo. Face à elles, l'Europe, divisée, attend, hésite et subit. Ce n'est pas un hasard si Viktor Orban, longtemps caricaturé et marginalisé à Bruxelles, incarne soudain le pragmatisme gagnant. Pendant que l'Union multiplie les réunions d'urgence et les appels à la sobriété, lui garantit du gaz bon marché à ses citoyens, des alliances stables, et même le soutien du favori à la Maison-Blanche. Ironie de l'histoire, le seul leader européen qui a su anticiper la tempête, c'est celui que l'on voulait isoler. À l'inverse, l'UE peine à parler d'une seule voix, incapable de débloquer un simple oléoduc ou d'envoyer une mission d'inspection sur le terrain. Alors, à qui profite la crise? Certainement pas aux citoyens européens, confrontés à une flambée des prix, une perte de pouvoir d'achat et une insécurité croissante. En revanche, les États qui contrôlent leur énergie et leur sécurité dictent désormais la marche du monde. Ce nouveau rapport de force impose à l'Europe de revoir d'urgence sa stratégie, diversifier ses achats, investir massivement dans ses propres infrastructures, mais surtout assumer ses choix. L'ère où l'on pouvait moraliser sans payer le prix est révolue. Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui pèseront sur l'économie, la souveraineté et la sécurité du continent pour des décennies. Le rideau tombe sur une époque. Il reste à l'Europe à s'adapter ou à décliner. À vous, crise terminale ou renaissance stratégique? Voilà la question qui se pose à nous tous, Européens, à l'issue de cette semaine où l'OTAN s'est fissurée sous nos yeux, où la vieille alliance transatlantique s'est révélée incapable de répondre d'une seule voix à la crise iranienne. Aujourd'hui, les États-Unis ferment la porte. Débrouillez-vous, apprenez à vous défendre. L'Europe, elle, vacille entre pressions électorales, divisions internes et dépendance énergétique. On nous promet des lendemains meilleurs si l'on serre les dents, si l'on accepte de payer le gaz 70% plus cher, de rester chez nous lors des coupures, ou de faire confiance à Ursula et à ses discours rassurants.
Mais la réalité, c'est que notre sécurité, notre pouvoir d'achat, notre souveraineté se jouent maintenant, pas demain. L'indifférence serait une tragédie silencieuse. Si nous restons spectateurs, l'Europe subira les choix faits à Washington, Pékin ou Moscou. Nous deviendrons de simples clients dans une partie mondiale dominée par ceux qui possèdent l'énergie, l'armée et la volonté. Le système d'hier, Amérique qui protège, Europe qui réfléchit, est mort, emportant avec lui la certitude d'un avenir sous parapluie américain. Ce qui s'effondre, c'est plus qu'une alliance. C'est l'illusion que l'on pourra toujours s'en remettre à d'autres pour payer la note, livrer les armes, sécuriser les routes d'approvisionnement. La crise actuelle révèle nos vulnérabilités, mais elle nous offre aussi une chance, celle de réinventer notre projet collectif, de cesser de fuir les décisions difficiles, de retrouver une autonomie stratégique réelle. Alors, quelle Europe voulons-nous? Celle qui subit ou celle qui agit? Resterons-nous figés dans la nostalgie d'un ordre disparu, ou oserons-nous transformer cette rupture en renaissance? C'est à chacun de se saisir du débat. Parce que désormais, son destin ne se décidera plus ailleurs.